Dans les années 2000, les États-Unis souhaitent limiter le développement nucléaire iranien. Cependant, le président George W. Bush ne souhaite pas utiliser la force pour limiter ses opérations. De ce fait, il fait appel au plus grand cerveau du monde pour essayer de trouver une solution à ce problème. Lors de l'arrivée à la Maison Blanche de Barack Obama en janvier 2009, 2 dossiers secrets sont sur la table. Le premier traite d'attaques de drones au Pakistan. Le deuxième est plus mystérieux et porte le nom de Olympic Games. Sans le savoir, Barack Obama vient de récupérer un dossier qui va bouleverser le monde du numérique du 21e siècle. Il s'apprête à lancer l'opération Olympic Games, aussi renommée Stuxnet. Cette opération changera la face du monde en introduisant un nouveau type de menace, les attaques numériques de grande ampleur. Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on parle de la plus grande cyberattaque opérée par un État, l'opération Stuxnet, ou encore Olympic Games, conçue main en main entre la NSA et l'État israélien, et particulièrement l'unité 8200. Le programme Olympic Games a pour but de développer le malware Stuxnet. Pour information, l'unité 8200 de l'État israélien est une unité dédiée à la cyberdéfense. Comme le souhaitaient Bush et Barack Obama, Stuxnet est un programme permettant de s'immiscer dans les centrales nucléaires iraniennes pour détruire les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Stuxnet est aussi perçu comme une APT, Advanced Persistent Threat. On retrouve souvent ce terme pour désigner des acteurs malveillants dans le monde. La date de création de Stuxnet est encore floue, mais globalement, on peut s'attarder autour des années 2000, lorsque George W. Bush, en collaboration avec l'État d'Israël, souhaite commencer cette opération. L'objectif de ce malware est de s'introduire dans les centrales nucléaires sans causer de dégâts. Cela permettrait d'éviter d'envoyer une force armée pour détruire les centrifugeuses. Pour réaliser cette vidéo, j'ai épluché une dizaine de documents et étudié de nombreuses sources. Par ailleurs, certaines informations concordent, cependant d'autres divergent. De ce fait, sachant que l'opération Stuxnet reste quand même secret et dirigée par un État, il est très difficile de vérifier les différentes informations que l'on retrouve sur internet. De ce fait, je vous invite à prendre toutes les informations que je dis dans cette vidéo avec des pincettes. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous expliquer en détail le fonctionnement du malware. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de TrackFlow et vous allez voir que ce malware est un bijou de technologie. Les objectifs de Stuxnet sont d'atteindre les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Les buts de ces centrifugeuses sont de séparer les isotopes de l'uranium. Pour créer une bombe nucléaire, nous avons besoin d'isotopes 235 et d'isotopes 238. Ces isotopes sont particulièrement fissibles et permettent de facilement déclencher de la fission nucléaire. Pour rappel, les isotopes uranium 235 et 238 sont des atomes d'uranium possédant le même nombre de protons et d'électrons, mais ne possédant pas le même nombre de neutrons. Ces atomes sont particulièrement instables et sont très utiles dans la fission nucléaire. Stuxnet a pour objectif d'atteindre ces centrifugeuses pour les perturber, soit les faire tourner moins vite, soit les faire tourner plus vite. L'objectif est de les mettre en résonance afin de les détruire avec une fréquence qu'elles ne sont pas censées fonctionner. Pour ce faire, le malware va cibler des automates SCADA de la marque Siemens. Vous allez voir, on va en parler tout au long de cette vidéo. Avant de rentrer dans la dissection du malware, je vous propose de faire une petite timeline. Comme je l'ai dit précédemment, Stuxnet a été développé dans les années 2000. On n'a pas vraiment de traces sur la date précise du début de son développement, vu que c'est opéré par Israël et les États-Unis. Enfin, il est difficile d'avoir une date fixe sur le début de son développement. Sur cette vidéo, je vais m'appuyer sur un des rapports de Symantec pour vous donner des dates clés. Je vous mets aussi toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo en description, vous pourrez checker vous-même. La première date clé est le 3 novembre 2005. C'est à cette date que Symantec a décelé l'enregistrement des premiers CNC. Un CNC est un serveur permettant de communiquer avec les malwares dispersés sur les machines. Le 15 novembre 2007, il s'avère que le logiciel Stuxnet est déposé sur une plateforme d'analyse publique du type Virus Total. On ne sait pas comment le programme s'est retrouvé en ligne, mais cette date permet de se situer plus ou moins au niveau du développement du programme. Comme tous les programmes, Stuxnet existe avec différentes versions. Pour le moment, nous ne connaissons que 4 versions. La version 0.5, la version 1.0.0.1, la version 1.100 et la toute dernière 1.101. Pour information, l'étude sur cette vidéo portera sur Stuxnet 1.101, la toute dernière en date. En janvier
janvier 2009, Stuxnet 0.5 est remplacé par la nouvelle version, sa version 2, Stuxnet 1.001. Stuxnet est déjà déployé dans le monde à cette date, mais la majorité des attaques se produira entre juin et juillet 2009, notamment sur le site iranien Natanz. Stuxnet est déjà en diffusion avant l'arrivée au pouvoir de Barack Obama en 2009. Un an plus tard, en juin 2010, la société VirusBlock Ada découvre le malware Stuxnet. Sa découverte déclenche un boom dans le monde. De nombreux chercheurs commencent à disséquer le programme et découvrent les différentes zero day qu'il embarque. Courant de 2010, Stuxnet continue son infection et va infecter 3 autres sites iraniens en plus de celui de Natanz. En avril 2010, Stuxnet atteint sa dernière version, la version 1.101, et vous allez voir, c'est cette version-là qu'on va étudier ensemble. D'autres attaques sont commises en 2011 sans grosse envergure, le malware se diffuse aussi dans toute l'Europe sans vraiment faire d'autres dégâts. Enfin, fin juin 2012, Stuxnet est définitivement éliminé. Plus aucune trace de Stuxnet n'est relevée sur les différents systèmes d'information dans le monde passé cette date. Mais cela ne veut pas dire que le programme est totalement disparu. Maintenant que l'on a étudié le contexte autour de Stuxnet, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'étudier techniquement comment le malware fonctionne. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons étudier la dernière version de Stuxnet disponible. Ce n'est pas forcément cette version-là qui a impacté le site de Natanz, même s'il a pu se mettre à jour directement en interne. Vous allez voir, Stuxnet est vraiment un bijou technologique. Dans un premier temps, les États-Unis ou Israël ont réussi à dérober des certificats VeriSign de la part de Realtek ou Jimicron pour signer leur malware. Le fait de signer le malware leur permettrait de contourner des antivirus et d'attester que le programme est légitime. Après avoir fait signer correctement leur malware, Israël et les États-Unis vont commencer à propager le virus. Pour cela, ils vont utiliser les médias amovibles ou encore appelés les clés USB. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de technique d'autorun. Non, c'est encore mieux. Stuxnet embarque une ribambelle de zero day. Les vulnérabilités zero day ne sont pas connues, ce qui fait qu'il n'existe pas de correction pour ces vulnérabilités. Stuxnet va utiliser une vulnérabilité Windows avec le fichier LNK. Lorsque vous allez brancher les clés USB contenant Stuxnet, le malware va automatiquement s'exécuter à travers un fichier LNK. Je vous mets une petite fiche en haut si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette vulnérabilité. Pour résumer globalement, cette vulnérabilité repose sur le mauvais chargement de l'icône d'un fichier link LNK. Et quand le dossier va s'ouvrir, le LNK va essayer de faire un rendu de l'icône. Or, l'icône pointe vers le malware. Vous allez donc automatiquement exécuter Stuxnet dès que vous allez brancher la clé USB. Une fois que le programme est exécuté, la première chose qu'il va faire, c'est cacher les fichiers LNK et TMP présents sur le disque. Une fois qu'il a caché ces fichiers malveillants, Stuxnet va essayer de se propager, soit en essayant de se déposer sur des partages réseau ouverts, ou encore d'exploiter la vulnérabilité utilisée par le ver Conficker il y a quelques années, MS0867. Cette vulnérabilité de type Buffer Overflow permet d'obtenir une exécution de commande sur les services SMB, sur les services Samba. De ce fait, à travers cette vulnérabilité, Stuxnet peut se propager sur les différentes machines de Natanz. Il faut aussi savoir que le système d'information du site nucléaire en Iran est coupé d'Internet, c'est-à-dire que Stuxnet ne peut pas directement communiquer avec ces sites. Après avoir caché les fichiers LNK et TMP, Stuxnet va installer un rootkit au niveau du kernel, au niveau du noyau. Les actions de ce rootkit vont être similaires à la première exécution du programme, ce qui est de cacher le maximum de fichiers malveillants pour cacher ses traces. Les analystes vont appeler ce rootkit TMP Hider, vu qu'il a pour objectif de cacher le maximum d'éléments malveillants, pour attester de la présence du malware. Il va aussi lancer 2 services qui vont permettre aux machines infectées de communiquer ensemble et de propager encore une fois le malware. On remarque aussi que Stuxnet souhaite communiquer en HTTP sur le port 80 avec 2 C2 présents sur internet, mypremierfootball.com et todayfootball.com. Cette connexion avec les C2 permet à Stuxnet de se mettre à jour et d'exfiltrer les différentes données qu'il a pu collecter sur le SI. Normalement, le SI industriel iranien est complètement coupé d'Internet, mais dans la réalité, certaines machines avaient quand même accès à Internet, ce qui permit à Stuxnet de pouvoir contacter les différents C2. Enfin, Stuxnet va aussi communiquer avec les différentes machines infectées dans le SI en peer-to-peer. De ce fait, tous les malwares déployés dans le SI sont à jour et possèdent la même configuration. La cible principale du malware est les automates SCADA Siemens PCS7. Ces automates sont contrôlés par un logiciel qui va être la cible de Stuxnet. Et vous allez voir que Stuxnet embarque encore plein de zero day pour arriver à ses fins. Lorsque Stuxnet infecte un poste, il va rechercher si le logiciel WinCC lié à Siemens est installé. Si le logiciel est installé, cela signifie que peut-être que le PC est lié à un automate. Il va ensuite chercher des fichiers avec une extension particulière, 7SP et MCP, qui sont des fichiers liés à la gestion CPL de l'automate.
Si Stuxnet découvre le logiciel WinCC d'installer, il va essayer de se connecter au service MS SQL de service avec un mot de passe par défaut. Le mot de passe par défaut a été découvert il y a quelques années auparavant lors d'une étape d'ingénierie sociale. WinCC souffre d'une vulnérabilité de mot de passe par défaut sur son service MS SQL. C'est ce que va utiliser Stuxnet pour essayer d'accéder à la base WinCC. Stuxnet va aussi abuser d'une autre vulnérabilité qui impacte les PCS. Il va procéder à une attaque que vous avez sûrement déjà entendue, du DLL hijacking. Pour ce faire, Stuxnet va localiser la bibliothèque de liens dynamiques, la DLL, qui permet de communiquer avec le logiciel et l'automate. Par la suite, Stuxnet va hooker, va s'agripper à la DLL et va remplacer les appels système de la DLL initiale par sa propre DLL. Il va donc pouvoir modifier la vitesse des centrifugeuses pour les détruire. Il va aussi pouvoir permettre de diffuser des fausses informations aux hyperviseurs pour leur indiquer que tout va bien. Une fois que Stuxnet a réalisé cette tâche, il reste sur la machine et continue de se propager. Ce qui est intéressant, c'est que les développeurs ont mis un kill switch de 3 rebonds, c'est-à-dire que Stuxnet ne peut pas avancer avec une profondeur de 3. Cette limitation a sûrement été mise là pour éviter un déploiement incontrôlable. Comme vous l'avez vu, Stuxnet est très complexe et l'objectif n'est pas de rentrer en détail sur l'analyse du malware. D'autres personnes le font très bien sur internet. Je vous mets des liens vers des études si vous souhaitez creuser un peu plus la dissection du malware. Selon le rapport de Symantec, Stuxnet utilise au moins 8 exploits, dont 6 exploits 0-day. Il embarque plus d'une dizaine de fonctionnalités lui permettant de se répliquer sur le réseau au cas où il n'arrive pas à se répliquer avec tel ou tel exploit. De plus, le malware embarque des sécurités pour contourner les antivirus et se protéger contre l'analyse. Des analystes ont remarqué que certaines sections du malware étaient chiffrées pour limiter son analyse. Ce qui est incroyable, c'est que le malware fait moins de 1 mégaoctet. Comme on l'a vu, Stuxnet est vraiment un bijou technologique. Pour son époque, il était clairement en avance sur son temps. Selon certaines sources, Stuxnet aurait infecté plus de 45 000 appareils informatiques à travers le monde, dont au moins 30 000 en Iran. Cependant, certaines sources indiquent que l'utilisation de Stuxnet n'a pas été vraiment d'une grande utilité et n'a que retardé le programme nucléaire iranien d'à peine 2 ans. Certains disent encore moins. Que Stuxnet ait eu une utilité ou pas, il a surtout démontré au monde ce que pouvait faire un État en termes d'attaque informatique. Certaines personnes iront jusqu'à dire qu'il a fallu plus de 10 000 jours hommes pour développer Stuxnet. Encore une fois, les sources sont très floues et il est impossible de savoir quand est-ce qu'a vraiment débuté le développement de Stuxnet et qui a travaillé dessus. Stuxnet a été repris par différents autres malwares dans les années 2012, 2013, 2014 comme Flame ou Avox qui étaient des malwares qui ciblaient le secteur de l'énergie. En 2016, le malware Industroyer ciblait des infrastructures électriques en Ukraine en provoquant une énorme panne d'électricité. La complexité de ce malware aura marqué l'histoire et notamment le monde du 21e siècle. Face à un nombre incalculable de 0-day, les infrastructures iraniennes n'auraient pas pu résister face à cette puissance. Si cette étude sur Stuxnet vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Trackflow sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et LinkedIn pour ne manquer aucune actualité numérique. Ciao, c'était Thibaut.